ainsi que toutes les personnes qui ont dit un mot pour célébrer donc l'ouverture officielle du Forum Africa. Alors désormais, nous allons passer à la conférence d'ouverture, mais avant de faire cela, j'aimerais vous mentionner qu'il y a différents espaces, il y a différentes salles dans le cadre du Forum Africa. Il y a l'exposition Espace Investir au Sénégal, c'est dans les salons 6 et 7, donc ça aura lieu toute la journée, donc je vous invite à y faire un tour pendant la journée. Il y a également entre 9h30 et 17h les rencontres B2B qui ont lieu dans le salon 5. Donc ce sont des événements qui ont lieu tout au cours de ces 3 journées-ci. Donc vous allez pouvoir y faire un tour lorsque vous avez le temps, pendant les pauses par exemple. Désormais, nous passons à la conférence d'ouverture sous le thème Décollage économique de l'Afrique. Je vais inviter la modératrice. Ah, le modérateur, pardonnez-moi, changement de dernière minute. Le modérateur de cette conférence, il s'agit de M. Serge Tchaha. Il est journaliste à Afrique Expansion Magazine. Bonjour déjà, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président d'honneur, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents des chambres de commerce et voilà du patronat, bonjour à tous. Je voudrais m'excuser parce que je n'ai pas une voix aussi belle que Radim Bey et je ne suis pas très photogénique, donc je voulais m'excuser pour ça. Vous allez devoir souffrir de ma présence quelque temps. On va donc passer sans plus tarder à la conférence d'ouverture qui va être, j'en suis convaincu, exceptionnelle parce que j'ai déjà eu le plaisir d'en savoir un peu plus puisque j'ai reçu ça avant, je suis directeur de la programmation. Ce sera avec Madame Leila Mokadem qui est représentante résidente de la Banque africaine de développement, un de nos partenaires majeurs et de longue date. On le dit à chaque fois parce qu'on est très fiers de cela. Je vais l'inviter donc à monter sur la scène, on va s'installer. Et voilà, comme vous pouvez monter, vous pouvez venir. Hein. Et comme on a indiqué, ce sera sous le thème le décollage économique. Oui, oui, s'il vous plaît. Donc, on va, sans plus tarder, inviter Madame Leila Mokadem à prendre la parole. J'espère que tout le monde m'entend. Hein? Non. Ah, d'accord. Donc, voilà, je vais repartir. J'étais trop content d'être à côté d'elle. Donc, je vais repartir d'abord l'introduire. Je vais repartir l'introduire et... Donc, je voulais introduire Madame Leila Mokadem, qui œuvre au sein de la Banque africaine de développement, qui a œuvré au sein de la Banque africaine de développement en Tunisie depuis 2002. Elle a d'abord occupé le poste de représentante résidente de la BAD au Sénégal. Elle est maintenant, comme je l'ai indiqué, représentante résidente de la BAD en Égypte. Et de ce fait, elle gère un portefeuille d'opérations de plus de 2 milliards de dollars. Avant d'entrer en Égypte, Leila Mokadem a également travaillé au sein du département secteur privé de la BAD. Elle était responsable des opérations de soutien et de financement pour les entreprises africaines. Elle a mis en place des solutions complexes de financement pour divers projets dans plus de 35 marchés considérés comme émergents. Et quand on parle d'horizon 2025, elle est donc sans doute l'une des personnes les plus indiquées pour prononcer cette conférence d'ouverture. Avant de joindre la BAD, il faut le signaler, Madame Mokadem a œuvré au poste de conseillère financière au sein du Fonds monétaire international. Elle possède un MBA en finance internationale ainsi qu'en commerce international. C'est donc une personne extrêmement autorisée à nous donner son point de vue sur le décollage économique de l'Afrique dans le cadre de cette
grande conférence Forum Africa, qui, je le rappelle, porte sur le thème Horizon 2025, investissement et opportunités d'affaires. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Mokadem. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Serge, pour cette présentation de mon parcours. Et je pense que, justement, les quelques 12-13 années maintenant à la Banque africaine de développement et avant ça, donc dans d'autres organisations internationales, m'ont permis de travailler sur plusieurs pays d'Afrique et d'avoir, je ne dirais pas une idée, mais quand même d'avoir une analyse de l'Afrique, une analyse de l'évolution de l'Afrique qui peut-être va vous intéresser. Je vais d'abord, tout protocole observé, messieurs les représentants du gouvernement du Québec qui nous accueillaient dans cette si belle ville de Montréal, Madame la Présidente d'Afrique Expansion, Monsieur le Président d'honneur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les ministres, je suis très honorée aujourd'hui de participer avec vous à ce Forum Africa et je suis très heureuse aussi de partager l'optimisme pour l'Afrique. Je voudrais remercier ma sœur, Amina Gerba, la remercier pour le travail très important qu'elle fait en reliant deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Je pense qu'il est important d'avoir des ambassadeurs et l'avantage c'est qu'elle est l'ambassadeur des deux côtés. J'ai connu Amina il y a un certain temps. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le Cameroun, qui est le pays d'origine d'Amina. Et je pense qu'on a tissé des liens professionnels qui se sont aussi développés en liens d'amitié. Je suis heureuse qu'il y ait des femmes de la trempe d'Amina pour faire en sorte que l'Afrique brille et pour faire en sorte que les peuples se réunissent et les peuples travaillent ensemble. Et bien sûr, comme disait monsieur le représentant du gouvernement du Québec, pour faire du business aussi. Je me permettrai de switcher en anglais. Je suis en Égypte actuellement. Il y a une délégation qui est menée par ambassadeur Hazem Fahmy, je crois, ambassadeur Hazem Fahmy, qui est le président de l'agence de développement et du partenariat pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Et l'Égypte actuellement s'engage très fortement pour accroître le commerce et les investissements sur l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne et les pays de la COMESA. Donc vous aurez l'occasion, je pense, d'entendre ambassadeur Hazem Fahmy. So I will switch in English, if you allow me. I think many of you had mentioned that Africa has made tremendous progress over the past 2 decades, achieving impressive growth rates and broadening the base of development. The continent is now beginning to reap the benefits of far-reaching reforms. This is a unique moment in Africa's economic trajectory. Now is the time to build the future, and this is why we are here. But we are now faced with increasing global uncertainties, declining of commodities prices, as mentioned, escalating conflict in some part of the world, the threat of climate change. While much progress has been made in addressing Africa's challenges, there is still urgency to address others that stand in the way of bridging the infrastructure gap to eventually be able to achieve sustainable and inclusive growth shared by all in our countries. Africa today. African countries have, over the past 1.5 decades, posted impressive GDP growth rates of about 6%, nearly double the growth rates recorded in the previous decade, and 4 times the current average growth rate of Europe,
This growth pattern, while tempered by developments in the global economy, is expected to be sustained through 2018. Let me tell you, Africa is now the fastest growing continent in the world. It is also expected that 19 of the 30 fastest growing economies in the next 5 years will be African. So better all of us direct our business to Africa. In 2013-14, for instance, Ethiopia's economy grew by 10.3%, making the country one of Africa's top-performing economies, and this strong growth is expected to continue in 2015 and 2016. In fact, the International Monetary Fund ranks Ethiopia as among the 5 fastest-growing economies in the world. These figures solely provide great cause for celebration. They bring hope and fuel, and fuel the urge to move forward. We cannot talk about Africa without talking about infrastructure, and I have put some slides just to illustrate what I'm saying. There is one bridging constraint, binding constraints, which is common to all countries, which, if not adequately resolved, can eventually cause economic stagnation: infrastructure. Africa cannot transform by growing at 5%. It needs a minimum of 7%. Between the current growth rates and the optimum ones stands the poor infrastructure. One of the key prerequisites for sustainable growth is job creation. To create jobs and to anchor it into the global value chain, the following is needed: a skilled labor force and a minimum of sound infrastructure, especially power and more renewable energy. The role of infrastructure for Africa's transformation is critical. However, African countries are now only able to spend around 5% of their GDP on infrastructure, a figure which should rise to 15%. Until then, this gap is costing the continent 2% of its GDP. Many countries in the region are taking encouraging steps to close this infrastructure gap. In Ethiopia and Mozambique, for example, investments in the energy sector are being scaled up, including projects that promote cross-border trade in electricity. Kenya and Côte d'Ivoire are also initiating regional infrastructure projects in electricity and road and railroad networks. A decade of rapid growth, increase in population, urbanization, and increased investment in extractives has raised the demand for everything, from rails, ports, and roads, as well as bridges. A country such as Côte d'Ivoire, for example, has regions which have many obvious advantages, including the denser road network than in most African countries, and several kinds of farmland and a climate that enables the development of a range of agro-industrial and food products in big demand worldwide. Egypt, for instance, Egypt's economy is progressing steadily. Foreign direct investment is rising in key sectors like power and renewable energy, oil and gas, construction. Mega projects like the new Suez Canal and the Suez Canal Zone area development have been launched recently. In addition, Egypt, being a COMESA member, hosted the signing of the Tripartite Free Trade Zone Agreement, COMESA, East Africa, and SADC in June 2015. Tripartite trade growth is instrumental to boosting the economic welfare of over 600, a little bit less, million consumers in 26 countries. So you can imagine the power of this Tripartite Free Trade Zone agreements. Another bright example, and this has been mentioned, is East Africa, which is the most dynamic region and is now trying to fix the 100-year-old famous Lunatic Express rail line with the support of China. Through developing financial markets and leveraging private capital markets, businesses have access to long-term financing.
crucial for investment in needed machinery, equipment, and working capital. The bank prioritized, the African Development Bank prioritized the development of the private sector to drive the industrialization of Africa. And we can talk a little bit after this speech and presentation about the African Development Bank financial and financing instruments. Access to energy and the transition to green economies. Sub-Saharan Africa is rich in energy resources, yet still suffering from gaps in energy supply. Making reliable and affordable energy widely available is critical to the development of a region that accounts for 13% of the world's population. It will double by 2050 and onward, but only 4% of its energy demand. Sub-Saharan Africa produces less energy than Spain at 70,000 megawatt, and if you exclude South Africa, there is not much left, around 20,000 megawatt, 28,000 megawatt. The region needs to bring into the system about 20,000 megawatt each year. Over 1.2 billion don't have access to electricity, almost half of them in Africa. As a result, many rely on wood and other biomass to cook, etc., which the international financial institutions like the African Development Bank, but also IFC, are putting a lot of emphasis in renewable energy and access to power in Africa, in large investments. And of course, private sector is an important partner. For instance, in Egypt, the bank has been engaged with energy sector, especially the power sector, since it commenced its operation in 1974 with billions of dollars of investment. And private sector is more and more a partner in financing of our projects. To ensure people are not left behind, we need to provide them with access to clean and reliable and efficient energy, which of course brings the co-benefit of reduced carbon emissions and pollution. In that regard, it's encouraging to note that investment in a low-carbon future is on the rise. In 2014, we saw $270 billion surge in investment, up 17% on the previous year, according to the most recent Global Trends in Renewable Energy investment report. And I can tell you that renewable energy is one of the most promising area and sector for private sector investments. Ladies and gentlemen, these are exciting prospects, and they are within reach. Rapid growth rates in many African countries and the opportunities before us in the post-2015 development agenda make emergence entirely feasible. The African Development Bank strategy will be bold and creative. Our aim will be to build strategic partnership in the energy sector and infrastructure and connect resources from the public and private sectors. We will work closely with our political leaders and support African countries to power their economies. As a bank, we will launch a new deal on energy for Africa. Today, Africa more than ever is open for business. Opportunities and trends. Developing the potential inherent in the continent's diverse regions is key to accelerating economic transformation and promoting special inclusion. Governments' efforts to tackle regional inequalities through special management, infrastructure development, and decentralization are paying off and enabling private sector investment opportunities to materialize. Let me present you 4 mega trends that are shaping each and every one of the 54 countries in Africa. They do so in different ways, but they do so everywhere. First, the emergence of the multipolar economic world and the opportunities this has generated as a source of investment, technology, and export destination.
Second, the demographic dynamics, familiar to you. Africa is a young continent, 1 billion people, increasingly urban. The growth in the number of people with a disposable income driving domestic demand, the rising of a middle class. Third, discovery of large amounts of previously unknown natural wealth. The continent as a whole is said now to have 122 billion barrels of proven oil reserves, 500 trillion of gas reserves, 85% of the world's platinum. Fourth, opportunities to leapfrog in some technologies, such as the mobile technology, which is having a deep and lasting impact on service delivery and cost of doing business. These megatrends are shaping and influencing the countries of the continent of Africa in a way which will influence the future trajectory of many countries. They do so at a time when 2 decades of economic and political reforms are increased. Economic integration has built a stronger shock-absorbing capacity, exposing new vulnerabilities. They do so also at a time when the global landscape is in flux and so many uncertainties for every part of the globe. So many people wonder whether the current momentum in Africa can be sustained given the international uncertainties and domestic challenges. I agree that there is a whole range of internal and external factors that can reverse progress of recent years. No doubt about that. Risks vary from country to country. Some of them are chronic and others are new in addition to the current security problems in the larger Sahel, from the Indian Ocean to the Atlantic. However, we believe that Africa is the continent of the 21st century, and we believe that the large opportunities that are emerging are opportunities that will have to be taken. Risks are to be assessed, to be mitigated, and institutions like the African Development Bank is also present in the continent to help private sector to position and to do business in Africa. Let me give you one figure. China, trade with Africa, sub-Saharan Africa. In 2010, it was, I think, around 120 billion. Now it's 220 billion, so in 5 years. So there are opportunities, and we think that these opportunities are strong enough to really push the continent forward. And I would like, just to mention 2 instruments that we have for financing infrastructure in Africa. The first one is our private sector window, where we finance directly private and large infrastructure projects. We finance public-private partnerships, both on the public side and the private side. And we also finance intermediaries. We'll talk about trade finance a little bit after. We have a second very important opportunities that we have put in place is Africa 50 Fund. So Africa 50 Fund has been launched very recently. The objective is twofold. First, to conduct preparation and feasibility study for public-private partnership projects, which is important. And second, to provide finance in partnership with the African Development Bank and other international financial institutions. So maybe Serge will have some questions for me, or you'll have some questions. I have cut a little bit my discourse, but we can clarify or discuss further some key issues if you would like to pursue this conversation. Thank you very much. Thank you, Amina. Thank you. Thank you. Please, you can come and sit down. Mais je vais continuer en français, si vous voulez bien. De toute façon, il y a la traduction simultanée. Donc,
Oui, donc je profite pour passer un message, comme le suggère Madame la Présidente. Si certains n'arrivent pas à suivre parfaitement, il y a la possibilité de prendre des casques dehors, parce qu'il y a la cabine là, dans la cabine là, on fait la traduction simultanée. Donc c'est possible pour ceux qui voudraient avoir le casque pour pouvoir suivre dans les deux langues. Okay. Merci beaucoup. Comme journaliste, j'avais adoré lire, j'ai adoré écouter, parce que c'est actualisé. Et j'ai retrouvé, comment dirais-je, des mots qui m'ont rappelé ce que d'autres personnes autorisées ont dit. Comme par exemple Célestin Mwanga, qui est directeur général adjoint à l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui avait dit dans Forbes Afrique que en fait, dans tous les pays africains aient vocation à pouvoir émerger. Vous l'avez dit en rappelant la forte croissance qu'on observe depuis un certain temps. En rappelant la statistique selon laquelle, en 5 ans, la Chine est passée de 120 à 220 milliards de dollars comme échanges commerciaux avec l'Afrique. Ça montre à quel point on peut aller vite, on peut aller fortement. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est actuel, c'est pas des discours qui sont anciens. Maintenant, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de m'arrêter à 5, non, je vais dire 3. Comme ça, dans le public aussi, on pourra en poser. Naturellement, ça m'a interpellé parce que je crois que votre président, le nouveau président, monsieur Adesina, voilà, a dit que l'énergie sera le cœur de sa priorité. Et vous avez parlé d'un nouveau deal, New Deal of Energy. Est-ce qu'en 30 secondes, 1 minute, vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi aussi l'énergie semble être la mère des priorités, ce qu'il faut absolument résoudre pour que l'Afrique puisse, parce qu'aujourd'hui on a 5-6, mais on peut faire 7-8 si les infrastructures énergétiques notamment sont mises en place. Pourquoi est-ce que l'énergie est la mère de priorité et c'est quoi le New Deal en quelques secondes, s'il vous plaît? D'abord, pourquoi l'énergie est la priorité pour l'Afrique? Parce que sans énergie, il n'y a pas de secteur privé compétitif, donc il n'y a pas d'industrialisation de l'Afrique. Et donc, c'est des pays qui ne pourront pas évoluer en termes de structure du secteur privé et sortir justement de ces exportations de produits sans valeur ajoutée. Je crois que tout l'objectif est de passer ce cap et beaucoup de pays africains sont sur le chemin. Okay, pardon, c'est trop intéressant que je ne nous arrête pas parce que je voudrais que vous compariez ce que vous avez dit avec l'Éthiopie. Parce que j'ai entendu dire, parce qu'on sait que l'Éthiopie, notamment au niveau de l'industrie textile, aujourd'hui est très en avance en Afrique et certains évoquent justement la compétitivité de l'Égypte au niveau de l'électricité qui permet... L'Égypte ou l'Éthiopie? L'Éthiopie, pardon. Ouais. L'Éthiopie, oui, voilà. Je voulais que vous fassiez un commentaire là-dessus. Oui, en tout cas pour l'Éthiopie, il est clair que la croissance de l'Éthiopie ces dernières années a été basée sur une très forte volonté politique. Et donc ça, c'est le départ qui est très important, avec une vision claire du développement et avec aussi des efforts accentués sur la gouvernance économique. Et donc par là, connaître les contraintes au développement ont permis à l'Éthiopie justement de contrecarrer les contraintes liées à la compétitivité. L'une d'entre elles est l'énergie, mais pas seulement. Il y a aussi le droit au travail, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais l'Éthiopie est en train d'investir justement pour l'énergie et pour rendre l'énergie plus abordable. On a parlé d'un grand projet. Voilà. Et je voudrais rebondir parce que quand on regarde l'Afrique, on regarde les différentes régions et communautés économiques africaines, il est clair qu'un pays, il y a beaucoup d'abord de pays africains qui sont landlocked, donc qui n'ont pas d'accès sur la mer ou de port. Et les pays africains sont convaincus maintenant, et ils agissent dans ce sens-là,
qu'ils ne peuvent pas se développer tout seuls. Ils ont besoin de leurs voisins, d'où l'importance de l'intégration régionale. Et le deal pour l'Afrique, il regroupe et il va dans le cœur de sa stratégie avoir pour intégration régionale et une énergie intégrée, voilà, des pôles énergétiques dans le cœur de sa stratégie. Il y a d'ailleurs un proverbe africain qui dit, bon, je ne sais pas exactement, j'ai oublié, mais si on court seul, on arrive, voilà, un petit peu. Mais si on court ensemble, là, on va atteindre les sommets. Oui, oui. Je crois que si on va seul, on va vite, mais si on va ensemble, on va loin. Voilà, ça c'est ça, absolument. Finalement, je suis un peu sage. Hein. Oui, voilà, c'est peut-être un autre commentaire. Ce sera ma dernière question avant de m'en ouvrir au public. J'en ai d'autres. Comme ça, si le public n'est pas assez inspiré, je poursuivrai. C'est la Free Trade Zone Agreement. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que vous savez, ça fait peut-être 50 ans qu'on connaît toutes les solutions qu'il faut pour l'Afrique. Bon, il faut peut-être que je fasse un commentaire parce que j'ai regardé à plusieurs reprises M. Alain Carrier d'Export Québec quand vous allez parler de la question d'énergétique. Parce que c'est, je crois, un des points forts du Québec, du Canada. Et je sais qu'on a travaillé avec eux et ils nous disaient vraiment l'énergie, ça nous intéresse beaucoup. On pense qu'on a des entreprises qui peuvent apporter les solutions. Le ministère de l'énergie du Sénégal est là, bien représenté. Donc, avis à toutes les entreprises canadiennes qui sont dans la salle, qui pensent qu'elles ont des projets intéressants pour le Sénégal, pour d'autres pays africains au niveau de l'énergie. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Donc, je reviens donc à cette grande zone-là qui a été... la signature a été faite il y a peu. Donc, je disais, pour revenir au début du propos, pardon, on connaît les remèdes aux problèmes de l'Afrique. Ça fait 40, 50 ans qu'on les évoque. Mais la signature qu'il y a eu il y a quelques mois, me semble-t-il, permet de montrer que là, on va dans le concret. On va vraiment vers la réalisation des solutions. Ce n'est plus du bavardage. Mais comme journaliste, je suis sceptique. Toujours, on se demande, cette signature, quand est-ce que ça va devenir effectif? C'est-à-dire qu'on est déjà très content qu'il y ait eu 3 zones qui se sont regroupées et qui ont fait cette Free Trade Zone Agreement. Mais quand est-ce que ça va devenir réellement concret? Parce que c'est quand même très lourd. Vous qui êtes une personne autorisée, quel est votre avis sur la question? Moi, je pense d'abord, il faut dire que c'est une phase et un pas historique. Parce que quand vous regardez tous les continents, vous prenez l'Europe, comment l'Europe s'est développée. D'abord, ils ont développé les infrastructures, ils ont développé les moyens de transport, après ils se sont réunis. C'est là qu'ils deviennent une force économique importante qui a son rôle et qui joue un rôle important dans le monde. On parle depuis très longtemps de comment intégrer l'Afrique en une seule zone, et ça, on parle, mais on n'a rien fait. Hein. Pourquoi on n'a rien fait? C'est parce qu'il y a d'autres priorités, c'est parce qu'on avance vers ça, mais c'est quand même difficile. Même les autres continents ont eu des étapes quand même difficiles. Il y a plusieurs choses à construire avant d'arriver. Donc, ce Free Trade Zone Agreement entre la COMESA, East African Community et SADC est vraiment historique parce que le pas a été franchi. Parce que les chefs d'État se sont réunis et ont dit oui, on va le faire. Et on va le faire parce qu'on a déjà évalué qu'on peut travailler ensemble et on a beaucoup d'avantages, on va tirer beaucoup de bénéfices et d'avantages à travailler ensemble. Vous vous rendez compte, 600 millions de personnes, 26 pays, la force que ça peut représenter. Maintenant, c'est à tous les acteurs, hein, c'est à tous les acteurs de faire en sorte que cela réussisse. C'est-à-dire, les acteurs sont d'abord les gouvernements, en premier lieu. Bien sûr. En second lieu, la société civile, et pour justement que cette coopération économique se passe bien, hein, et qu'il n'y ait pas de conflit. Et d'ailleurs, ça va diminuer les conflits d'une manière incroyable, parce que ça va accroître l'échange économique. Les gens vont être plus... leur niveau de vie va s'élever, ils vont avoir plus de revenus, et il y aura automatiquement une
une baisse et une décélération des conflits, quels qu'ils soient, soit entre les frontières ou autres. Les troisièmes partenaires sont ce qu'on appelle les partenaires au développement, hein, y compris nous, y compris les bilatéraux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour financer le développement de toute cette zone et c'est ça qui va faire la réussite de ce projet. Donc, c'est un pas, mais mon analyse, et ce n'est pas uniquement la mienne, mais parce qu'il y a des forums de discussion, c'est que ça va être un succès. Ça va prendre le temps que ça prendra pour être effectif à 100%, mais il faut faire les choses convenablement pour arriver à ce que ça soit un succès. Okay. Peut-être pas à 100%, mais d'après vous, quelle est la prochaine étape? Il y a eu cette signature-là, voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avancer un peu plus? Je pense que la prochaine étape, c'est en cours, en discussion, il y aura des réunions, c'est signature de traités, c'est être sûr justement que tous les pays bénéficient de la même façon et régler les détails. On dit le diable est dans le détail, et ben c'est vrai. Nous, on le constate tous les jours quand on travaille avec les pays ou même quand on fait un projet quelconque. C'est le détail et les détails qui vont réellement avoir de l'importance dans ce processus. Merci. Et en attendant, il y a des investissements déjà qui sont en train d'être pensés ou qui sont en train d'être étudiés justement dans ces zones-là. Ouais. D'accord. Merci. On a à peu près une dizaine de minutes maintenant, parce que Madame Bey me surveille. Voilà, donc on va permettre au public de poser les questions. Vraiment, ne soyez pas gênés. S'il vous plaît, je sais que la conférence est intéressante, mais n'oubliez pas vos B2B aussi. Hein. Donc, regardez bien si vous n'êtes pas attendu pour un rendez-vous avec un partenaire d'affaires. Voilà. Donc, si vous voulez poser une question, je crois qu'il y a 3 ou 4 micros même. Vous vous levez, s'il vous plaît, vous vous présentez. Question très courte pour qu'on puisse en prendre un maximum et pour que Madame la représentante résidente de la BAD puisse aussi... voilà, Monsieur le Président m'indique qu'il y a quelqu'un. Voilà, s'il vous plaît, juste vous présenter, poser votre question directement et l'organisation aussi de laquelle vous êtes associé. Parfait. Voilà. Bonjour, Malika Diraoui, Export Québec. Je m'occupe de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Je m'excuse pour ma voix là. Je me rappelle à l'époque quand on faisait un peu un événement sur l'Afrique, il y a peut-être 15 ans avec Amina. On avait peut-être une dizaine de participants. Maintenant, félicitations, il y a quand même une salle assez pleine. Ma question concerne le risque en Afrique. Parce qu'auparavant, quand on évoquait l'Afrique, on évoque les guerres, la famine. Maintenant, on parle de l'Afrique, c'est des taux de croissance qui sont super intéressants. Je serais curieuse de voir un peu comment la BAD adresse la question du risque. Est-ce que vous avez une évaluation quelconque des certaines zones sur lesquelles vous investissez versus d'autres sur lesquelles vous êtes beaucoup plus en analyse? Merci. C'est une question qui est extrêmement importante, donc je propose d'essayer d'y répondre. Hein. Je pense qu'il y a, au niveau de la Banque africaine de développement, oui, on fait une évaluation du risque pays. On consulte nos partenaires aussi pour faire cette évaluation qui est basée sur une méthodologie bien spécifique. Cette évaluation du risque pays et cette notation interne du risque nous permet dans le financement du secteur privé, puisqu'on a une fenêtre secteur privé, d'évaluer un petit peu la marge d'intérêt qu'on peut apposer à certains projets. Bon, ça c'est une partie spécifique. La deuxième évaluation du risque, on l'a fait à travers des évaluations annuelles qu'on fait sur ce qu'on appelle en général la gouvernance économique des pays. Ça nous permet d'avoir d'abord de participer ou d'aider dans notre dialogue avec les pays, de participer et de faire des recommandations pour des questions de gouvernance spécifiques. Donc oui, nous avons une idée très précise des risques économiques. Et les risques économiques, principalement, sont les risques liés
au cadre légal et réglementaire. Est-ce qu'un secteur privé, un investisseur étranger ou national, d'ailleurs, quand il investit dans ce pays, est-ce que ses droits seront sauvegardés? Quelle est l'analyse de l'environnement des affaires qu'on fait? Mais c'est aussi lié au cadre réglementaire et à la gouvernance économique. Donc il y a des réformes clés qui doivent être mises en place pour justement mitiger et atténuer ces risques. Donc nous, on travaille beaucoup sur la gouvernance et le public financing management. On donne aussi des appuis budgétaires qui sont justement liés à des réformes que le gouvernement devrait mettre en place. Et donc tout ça fait que notre rôle pour mettre en place, appuyer les pays, ce n'est pas nous qui mettons en place, c'est une collaboration, un partenariat étroit avec les pays membres régionaux pour justement qu'il y ait un environnement des affaires et un climat d'investissement qui soit propice. Donc ça, c'est d'un côté. Le deuxième risque, je pense, tel que vous l'avez mentionné, c'est un petit peu le risque politique avec ce qu'on voit. Il est clair que, bon, ça c'est notre avis, c'est que même s'il y a un risque politique, le secteur privé devra évaluer ce risque-là, et plus peut-être le risque est évalué un peu à la hausse, plus l'opportunité d'investir peut être intéressante, hein, avec les risques qu'on prend. En tout cas, la Banque africaine de développement a un département de ce qu'on appelle les États fragiles, avec un ciblage particulier une évaluation de la fragilité de ces pays-là et des spécificités de cette fragilité. Et nous mettons en place des programmes justement dans ce sens-là. Donc ça aussi, c'est une deuxième phase. La troisième, qui est, je pense, importante, c'est que nous cofinançons. Donc si on a un projet, et surtout secteur privé, en partenariat public-privé, le cofinancement et la présence de la Banque africaine de développement est en elle-même un atténueur ou atténuateur en français, risk mitigation measure. Donc voilà les trois cas où on agit. Maintenant, au niveau de l'information, nous sommes très décentralisés, nous avons des bureaux et des bureaux régionaux un peu partout en Afrique. Et je suis certaine qu'ils sont tous disposés, nous le faisons, à vous informer, à vous recevoir. Nous recevons beaucoup d'entreprises canadiennes, québécoises, justement dans le domaine de l'énergie renouvelable en Égypte, dans le cadre du feed-in tarif. Nos bureaux seront ouverts et prêts à vous donner l'information qu'il faut et à vous aider aussi dans votre réseautage et dans vos réunions et rendez-vous. Ok, merci beaucoup. On va passer, je crois, à la dernière question. Je voulais simplement peut-être faire un petit commentaire concernant le risque. Je participais en 2012 à la rencontre internationale francophonie économique et il y avait l'ancien président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, qui est actuellement ministre du Commerce, qui disait que, vu d'Occident, le risque pour l'Afrique était généralement surévalué. Et les chiffres que vous avez donnés avec la Chine le montrent, la présence du Brésil le montre aussi. Donc, il y a souvent cette perception-là qui est un peu fausse, vue d'Occident. Pensent certains, notamment ce monsieur-là, monsieur Billon. Madame, c'est à vous. Bonjour, mon nom c'est Jessica Akwe, je viens de la firme... Rapprochez-vous du micro. Pardon, je suis petite alors du coup. Oui, donc mon nom c'est Jessica Akwe, je viens de la firme Laverie de Billy, un cabinet d'avocats. Donc en fait, comme le rappelait ma collègue, concernant le risque, nous par exemple, on a des clients qui pourraient être intéressés à investir en Afrique, mais on se pose la question, est-ce qu'il y aura un suivi sur place? Donc est-ce que vous avez comme des contacts qui seront capables de faire en sorte que les investissements de nos clients atteignent leur objectif? Comme je l'ai dit, la Banque africaine de développement et je pense aussi d'autres institutions financières internationales sont représentées en Afrique à travers des bureaux
et nous en particulier, on a cette fenêtre secteur privé, donc on peut, si vous vous adressez à nous, on peut vous informer, si vous nous demandez l'information, on peut voir quelles sont les opportunités de cofinancement. Mais après, je pense que la question que vous posez est plus par rapport à comment faire le suivi de ces investissements en Afrique. Et c'est là, je pense, l'approche du secteur privé ou de l'investisseur étranger qui se positionne en Afrique, c'est qu'il doit entrer à travers des locaux, des nationaux, qui, eux, sont dans le domaine. Donc, c'est toute l'évaluation, justement, de ce réseautage interne national qui doit se faire. Merci. Madame Mokadem sera bien sûr là pendant tout le forum. Hein. Oui, donc n'hésitez pas, elle est là pour ça aussi. En fait, elle est déjà debout et vraiment, je suis désolé. Ah, ok. Yes, thank you very much. I think this, I'm the High Commissioner for Kenya to Canada. Now, the question of risk, I think, is a very important one. But I think one of the ways to approach, maybe the African Development Bank cannot really secure the risk in every country. This would have to be an internal country-by-country risk assessment. And normally, what happens is that each country, for example, Canada and Kenya, would sign a foreign investment protection agreement. So there'll be a legal framework between the two countries to ensure that investments from Canada are protected when they come to Kenya. And I think that's very, very, very important. Obviously, in addition to that, there are also certain insurance instruments that you must look into before you go into a country. So that if you invest, you have certain insurance instruments which protect your investments while you are there. And in addition to that, obviously, I think, and I want to thank the African Development Bank and World Bank because they are working very hard with African countries to try and create reforms within the judicial systems in Africa to make sure that arbitration and, if there's litigation, it's expedited and quickly concluded. So we have measures in Africa between countries and the investors from other countries to ensure, and these guarantees are granted under those legal frameworks we call foreign investment protection agreements. Usually guarantees coming from the government of the specific country under their own treasury and their own legal systems to be agreed upon between the two countries. And this is perpetual. It does not matter which government is in place at that time, but it goes on and is respected even beyond the government that actually signed it. So this is actually, we are looking into it in Africa, and we are taking care of that. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. Oui, Madame Nathalie Tchindié, je suis sûr, je la présente du coup, elle est DG de Abim Marketing. Ce sera une conférencière dans le cadre du panel sur la compétitivité. Et voilà, elle a la question, c'est elle qui va poser la dernière question. On va répondre rapidement pour pouvoir passer à l'autre panel et être dans les délais. Good morning, Leila. Thank you so much for a very insightful presentation. I'm going to be very brief. I have two questions. The first one relates to your comments around the growth that we've seen on the African continent. The concern also that we have in Africa is that of jobless economic growth, where most Africans are still living below the poverty line. And I know that most African countries actually have taken the lead to have clearly defined strategies. You have Rwanda with its 2020 vision, Senegal 2025, Cameroon, Congo, Brazzaville, you name them. What are the key measures that need to be put in place for us to have sustained economic growth? And by that, I mean employment, reducing the unemployment rate. That's my first question. The second question relates to the energy sector. And you were very clear in terms of the importance of that sector for Africa, and especially for
infrastructure development on the continent. I live in South Africa. We have large industries in South Africa. We've had a lot of concern around our energy sector, but I would like to draw the discussion specifically to the biofuel sector. In South Africa, as I'm speaking to you, there's not a privately led initiative in the biofuel sector because of the fact that, yes, there are policies in place, but those policies have not been effectively implemented. I'm working on a project with the United Nations, and it seems as if the problem is not just peculiar to South Africa. It is a trend that we see on the continent where we've all embarked on this whole excitement around energy. But biofuel can bring so much to the continent when we look at the positive impact that it can have on the environment. So I would like to understand if African Development Bank is currently funding projects in the biofuel sector, and if so, in which countries? Thank you. Two very big questions. I mean, I will reply very briefly. Serge, please, you are asking me to reply very briefly. So on the growth, I think most African countries now, and this is the core of the African Development Bank 2022 vision and strategy, is that even if we have an important rate of growth, we need inclusive growth. We need growth that is shared by the population. We need growth to go to the population. We need poverty to be alleviated. We need jobs for our young people. So what are the constraints? So we have, of course, different constraints, but the main ones is, first of all, to enable a strong private sector and in small and medium enterprises, because small and medium enterprises are the engine of growth. And not only small and medium enterprises that are in trade, but small and medium industries. So in order to enable small and medium industries, value-added economy, we need infrastructure, we need power, we need etc. So this is the whole aspect that all of us and the governments are working on. I think one country like Senegal has shown a clear vision and high-level commitment towards that. The second one, and I remember also that the Senegal was pioneering. I mean, I was there less than 2 years ago. Skills development. We need to transform a little bit our way of thinking and looking at education. We don't need to have, you know, master degrees and vocational training. And the example of Canada, I think, is very important. You have also Belgium, but Canada, I mean, they show that they are addressing the market needs and not producing, you know, young people with diploma just for the sake of saying I have a diploma. So vocational training, skills development, adapting it to the market is critical. And third is also to have some specific programs and initiatives on social protection and social inclusion for the poorest. So, of course, I mean, I'm very brief, but if you want to go in depth, I can give example of how Senegal has succeeded, how Egypt as well is moving towards that. And the second question was about biofuel. Until now, the African Development Bank did not finance any biofuel. There are a number of assessment and on the impact on, you know, the agriculture, the land quality, etc. that is done on the commercial viability also. So at you know, small scale and large scale, maybe at small scale it will be interesting, large scale. And we have now, you know, this, we have the biomass, we have renewable energies that are more developed in terms of technology. So we are seeing the majority of countries that are looking at this energy mix, but with renewable energy and biomass versus now biofuel. We talk a little bit less of biofuel now. Thank you. Thank you so much. Please, can you clap your hands for... Okay, please, let us take the break. Let us take a break and be in this room at 10:05, please, so that we can continue the program with and following the right time.
Merci à tous. Merci à Madame Leila Mokadem, représentante résidente de la Banque africaine de développement en Égypte. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour la remercier pour sa présence.